vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent imposer sans effort le respect et l'admiration, tandis que d'autres, quels que soient leurs efforts, ne semblent tout simplement pas se faire remarquer? Nous allons découvrir des stratégies puissantes qui peuvent changer la façon dont les autres vous perçoivent et vous traitent. Il ne s'agit pas seulement de changer d'apparence ou d'impressionner les gens avec un charme superficiel, il s'agit de comprendre les indices psychologiques subtils qui peuvent vous démarquer dans une pièce bondée et vous transformer en quelqu'un que les autres admirent naturellement et veulent côtoyer. Que vous ayez du mal à être vu dans vos relations personnelles ou que vous cherchiez à améliorer votre présence dans votre vie professionnelle, ces informations vont changer la donne. Donc, si vous êtes prêt à transformer la façon dont le monde vous voit, restez à l'écoute, car ce que je m'apprête à partager pourrait révolutionner vos interactions et ouvrir des portes dont vous ignoriez l'existence. Et avant de plonger, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à plus de contenus comme celui-ci et de partager cette vidéo avec vos amis. Croyez-moi, vous voudrez regarder chaque minute de ce qui va suivre. Il regorge d'informations que vous ne voudrez pas manquer. Règle 1. Embrassez le mystère. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit un jour, « Être partout, c'est être nulle part ». Cette déclaration profonde saisit l'essence du maintien d'un certain degré de mystère. Il suggère qu'en étant présent de manière prévisible et ouvertement transparent dans tous les aspects de la vie, on risque de perdre le charme unique qui vient avec un peu de secret. Dans le contexte des relations personnelles, cela signifie être présent et engagé, mais ne pas révéler tous les détails de vos pensées, de vos sentiments et de vos expériences. Cette approche équilibrée favorise un sentiment de curiosité et d'intrigue chez ceux qui vous entourent. D'un point de vue psychologique, Carl Jung, le psychiatre suisse, a souligné l'importance de l'inconnu dans la psyché humaine. Il croyait que le sens du mystère était essentiel à l'expérience humaine, car il invite à l'exploration et approfondit l'intérêt. En conservant un certain mystère sur nous-mêmes, nous attirons la curiosité naturelle des autres et les attirons dans une interaction plus profonde et plus engageante. De plus, l'acceptation du mystère s'aligne sur la méthode socratique qui consiste à stimuler la pensée et la réflexion par le questionnement et le dialogue plutôt que par l'exposition directe. Socrate, à travers sa pratique du questionnement profond, a démontré que laisser certaines questions sans réponse peut stimuler une réflexion et un engagement plus profond, un principe qui peut être appliqué aux interactions personnelles. De plus, le concept de potentialité d'Aristote, l'idée que tout a le potentiel de réaliser sa forme la plus complète, peut être vu dans cette approche. En ne révélant pas tout sur nous-mêmes, nous permettons aux autres d'imaginer et de réfléchir aux nombreuses facettes de notre personnalité et de notre vie, un peu comme une histoire inachevée qui attend d'être racontée. Règle 2. Créer la peur de manquer quelque chose. Marc Aurèle, philosophe stoïcien et empereur romain, a déclaré « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs ». Cette citation est essentielle à la compréhension de cette règle. Il souligne l'importance de se concentrer sur le développement de votre monde intérieur et de vos intérêts personnels. En cultivant une vie riche, engageante et indépendante de la présence ou de l'approbation des autres, vous devenez naturellement plus intriguant et désirable pour ceux qui vous entourent. Votre confiance et votre assurance en vous, issue d'une vie bien vécue et appréciée, deviennent un phare qui attire les gens vers vous. Dans le contexte de la philosophie occidentale, le concept de démonie d'Aristote, souvent traduit par bonheur ou épanouissement, complète cette idée. Selon Aristote, le vrai bonheur vient de l'accomplissement de votre potentiel et de la vie vertueuse. Lorsque vous vous concentrez sur votre propre croissance et votre épanouissement, vous créez intrinsèquement un environnement dont les autres veulent faire partie. Votre vie devient un exemple de démonie, attirant d'autres personnes qui recherchent un sentiment similaire d'épanouissement. De même, la psychologie de Carl Jung met l'accent sur l'importance de l'individuation, le processus de prise de conscience de soi et d'intégration des différents aspects de sa personnalité. En vous concentrant sur votre développement personnel et en devenant une personne équilibrée, vous créez une présence magnétique. D'autres sont attirés par vous en raison de la combinaison unique de traits et de qualités que vous possédez, qui est le résultat direct de votre engagement envers la croissance personnelle et la conscience de soi. De plus, le concept s'aligne sur l'encouragement de Socrate à l'examen de soi et à l'intégrité personnelle. En vous comprenant et en vous valorisant, vous créez naturellement un sentiment de FOMO chez les autres. Ils sont intrigués par votre profondeur et votre conscience de soi, qualité que Socrate tenait en haute estime. Règle 3. Générez votre propre bonheur. Sénèque, un philosophe stoïcien renommé, a bien saisi ce sentiment lorsqu'il a dit « Le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir ».
Cela souligne l'idée que le bonheur ne devrait pas être une poursuite dépendante des circonstances ou des personnes, mais plutôt un état d'être que l'on cultive intérieurement. En se concentrant sur la jouissance du moment présent et en trouvant le contentement en soi, un individu devient une source d'énergie positive et de joie, plutôt que de la chercher à l'extérieur. La perspective stoïcienne s'aligne parfaitement avec les idées de Carl Jung, une figure importante de la psychologie qui a souligné l'importance de l'individualité et du voyage vers l'épanouissement personnel. Jung croyait que le vrai contentement vient de la compréhension et de l'acceptation de son moi intérieur. Ce processus interne de découverte de soi et d'acceptation conduit à un état naturel de bonheur qui est contagieux pour ceux qui l'entourent. Le concept d'eudémonie d'Aristote, ou épanouissement, reflète également cette règle. Il a postulé que le bien humain le plus élevé se trouve dans sa propre vertu et la réalisation de son potentiel. Cette réalisation de soi est la clé d'un bonheur durable. En travaillant sur la croissance personnelle et les vertus, on devient autonome en matière de joie et de satisfaction, ce qui est intrinsèquement attrayant pour les autres. De plus, l'idée de générer son propre bonheur résonne avec les enseignements de Platon et de Socrate, qui mettaient l'accent sur l'importance de la connaissance de soi et de l'introspection pour parvenir à une vie épanouie. Le célèbre dicton de Socrate, « Connais-toi toi-même », parle de la valeur de la compréhension de ses désirs et de ses motivations comme voie vers le vrai bonheur. Règle 4. Dans le stoïcisme, l'accent est souvent mis sur la compréhension de ce qui est sous notre contrôle et le lâcher-prise de ce qui ne l'est pas. Épictète, un philosophe stoïcien, a souligné l'importance de ce principe dans ses enseignements. Il a conseillé, faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste comme il se présente. En appliquant cela au concept de disponibilité, il suggère que nous devrions gérer notre temps et notre présence judicieusement, en nous concentrant sur ce qui ajoute de la valeur à notre vie et à la vie des autres, plutôt que d'être indistinctement disponible pour tous. Marc Aurèle, un autre philosophe stoïcien, a parlé de la valeur du temps et de la façon dont il devrait être dépensé à bon escient. Il a dit, « Tu peux quitter la vie maintenant. Laissez cela déterminer ce que vous faites, dites et pensez. » Cela nous rappelle la préciosité du temps et l'importance de le dépenser de manière significative et enrichissante. D'un point de vue psychologique, les idées de Carl Jung sur l'individuation et l'estime de soi s'alignent sur cette règle. Jung croyait que la compréhension et la valorisation de son individualité sont cruciales pour le développement personnel. En n'étant pas constamment disponible, vous signalez un respect sain de vous-même et un sens clair de votre propre valeur. Ceci, à son tour, favorise le respect des autres, car ils reconnaissent que votre temps et votre présence ont de la valeur. De plus, le concept d'Aristote du juste milieu, qui prône la modération en toutes choses, s'applique ici. Tout comme Aristote conseillait de trouver un équilibre dans tous les aspects de la vie, cette règle suggère d'équilibrer votre disponibilité. N'être ni trop accessible ni complètement inaccessible permet de trouver un équilibre sain qui préserve votre valeur et votre attrait. Règle 5. Ne faites pas de quelqu'un votre tout. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien et empereur romain important, a profondément capturé cette idée lorsqu'il a dit « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers ». Cette citation souligne l'importance de l'alignement sur soi et de l'intégrité personnelle. En restant fidèle à soi-même et en ne dépendant pas trop des autres pour son identité personnelle ou son bonheur, on atteint un sentiment d'harmonie intérieure qui rayonne vers l'extérieur, affectant positivement tous les aspects de la vie, y compris les relations. Ce concept est conforme à la croyance stoïcienne qui consiste à se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réactions. Épictète, un autre philosophe stoïcien renommé, l'a souligné lorsqu'il a dit « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. » Dans le contexte des relations, cela signifie que même si nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les sentiments des autres, nous pouvons contrôler la quantité d'énergie émotionnelle et mentale que nous investissons en eux. D'un point de vue psychologique, l'idée d'individuation de Carl Jung entre en résonance avec cette règle. Jung croyait que la croissance personnelle et l'épanouissement proviennent de la compréhension et de l'intégration de différents aspects de soi. Lorsque l'on fait de quelqu'un d'autre tout ce qu'il aime, cela peut entraver ce processus de découverte de soi et de croissance. De plus, le concept d'Aristote du juste milieu, le milieu souhaitable entre deux extrêmes, peut être appliqué ici. Il a plaidé pour une vie équilibrée où les besoins de chacun et ceux des autres sont pris en compte. Cet équilibre garantit que, même si les relations sont valorisées, elles ne deviennent pas le seul centre d'intérêt de l'existence.
De plus, l'accent mis par Platon sur la poursuite de la connaissance et l'amélioration de soi s'aligne sur l'idée de maintenir son individualité. Il a plaidé pour le développement des vertus personnelles et de la sagesse, ce qui ne peut être réalisé que par un certain degré de concentration sur soi et d'introspection. Règle 6. Priorisez vos besoins. Dans le domaine du stoïcisme, l'accent est souvent mis sur l'importance de prendre soin de soi et de comprendre ce qui compte vraiment pour son bien-être. Épictète, un éminent philosophe stoïcien, a dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte ». Cette idée est essentielle à la compréhension de la règle 6. Cela suggère que dans la dynamique de toute relation, la façon dont vous répondez et valorisez vos propres besoins est cruciale. Il s'agit de fixer des limites et de ne pas permettre à votre bien-être d'être compromis, quelle que soit la façon dont les autres peuvent vous percevoir ou vous traiter. Marc Aurèle, un autre philosophe stoïcien, a également parlé de l'importance de l'estime de soi. Il a écrit « Ne laissez jamais l'avenir vous déranger. Vous l'affronterez s'il le faut, avec les mêmes armes de la raison qui vous arment aujourd'hui contre le présent. » Cette citation renforce l'idée qu'il faut être prêt à faire valoir et à protéger ses besoins et son bien-être. Doté de raison et de respect de soi. D'un point de vue psychologique, le concept d'individuation de Carl Jung implique la réalisation de ses propres besoins et de son potentiel, ce qui fait partie intégrante de la croissance personnelle. Cela implique de reconnaître et de défendre ses propres besoins dans les relations, car la croissance personnelle est entravée lorsque l'on sacrifie constamment ses besoins pour les autres. L'idée d'eudémonie d'Aristote, ou épanouissement, est également liée à ce concept. Il croyait que le vrai bonheur et l'épanouissement proviennent d'une vie où les vertus et les besoins personnels sont réalisés et satisfaits. Dans le contexte des relations, cela signifie qu'il ne faut pas perdre de vue ses propres besoins et son bien-être pour maintenir l'harmonie. De plus, la méthode socratique de l'auto-examen encourage les individus à remettre continuellement en question et à comprendre leurs besoins et leurs priorités. Socrate croyait en l'importance de se connaître soi-même, ce qui inclut de comprendre ce dont on a vraiment besoin dans les relations et la vie. Règle 7. Votre temps est précieux. Dans le stoïcisme, l'accent est mis sur l'utilisation judicieuse de son temps. Sénèque, un philosophe stoïcien, a dit avec justesse, « Ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. » Cette déclaration souligne l'importance de valoriser et d'utiliser efficacement son temps. Les stoïciens croyaient qu'il fallait vivre une vie déterminée et ne pas gaspiller du temps dans des activités triviales ou indignes. En appliquant cela aux relations et aux interactions personnelles, cela signifie ne pas toujours être en attente pour les autres, mais plutôt consacrer du temps à des activités significatives et auto-épanouissantes. Marc Aurèle a également offert de la sagesse sur l'utilisation du temps. Concentrez-vous à chaque minute comme un Romain à faire ce qui est devant vous avec un sérieux précis et authentique, avec tendresse, volontiers, avec justice, et à vous libérer de toute autre distraction. Cela souligne l'importance de se concentrer sur le présent et de s'engager profondément dans tout ce que vous faites, plutôt que d'être constamment disponible ou distrait par les besoins des autres. D'un point de vue psychologique, l'accent mis par Carl Jung sur le processus d'individuation inclut la réalisation et l'épanouissement de ses potentiels, ce qui implique nécessairement la façon dont on passe son temps. Jung croyait que la véritable croissance personnelle vient de s'engager dans des activités qui reflètent son vrai moi et ses intérêts. Dans le domaine de la philosophie occidentale, le concept d'Aristote du juste milieu, trouver l'équilibre en toute chose, peut également s'appliquer à la façon dont nous répartissons notre temps. Il s'agit d'équilibrer le temps consacré à la croissance personnelle et aux intérêts avec le temps consacré aux autres. Cet équilibre est crucial pour maintenir des relations saines et une vie épanouie. De plus, Platon a souligné l'importance de prendre soin de soi et de la connaissance, ce qui inclut la façon dont on choisit de passer son temps. S'engager dans des activités qui enrichissent ses connaissances et son bien-être est crucial pour vivre une vie de vertu et d'épanouissement. Règle 8. Ne prenez pas toujours l'initiative. Dans le domaine du stoïcisme, l'accent est souvent mis sur l'équilibre et le contrôle de ses actions. Épictète, une figure importante de la philosophie stoïcienne, a dit un jour, « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour pouvoir écouter davantage et parler moins. » Cette citation souligne l'importance de l'équilibre dans la communication, suggérant qu'il ne faut pas toujours être l'initiateur, mais aussi un auditeur volontaire et attentif. Dans les relations, cela se traduit par laisser de l'espace à l'autre personne pour tendre la main et contribuer, en veillant à ce que l'interaction ne soit pas dominée par une partie. Marc Aurèle a également parlé de la valeur de la retenue et de la patience.
Il a déclaré que la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis l'injustice. Appliqué au contexte des relations, cela signifie éviter l'envie d'initier ou de contrôler constamment l'interaction, mais plutôt permettre à la dynamique naturelle de la relation de se dérouler. D'un point de vue psychologique, la théorie de Carl Jung sur l'individuation parle de l'importance de se comprendre soi-même et de comprendre les autres. Cette compréhension comprend la reconnaissance de la nécessité d'un équilibre dans les relations. En n'étant pas toujours l'initiateur, on laisse la place à la personnalité et aux préférences de l'autre personne, créant ainsi une interaction plus équilibrée et mutuellement satisfaisante. L'idée d'Aristote du juste milieu, qui prône la modération et l'équilibre dans tous les aspects de la vie, est également pertinente ici. Dans le contexte des relations, il s'agit de trouver un équilibre entre tendre la main et permettre à l'autre de le faire, créant ainsi une dynamique réciproque saine. De plus, le concept s'aligne sur les principes socratiques de conscience de soi et de compréhension. En étant conscient de l'équilibre dans la dynamique des relations, on pratique une forme d'examen de soi et de conscience que Socrate appréciait beaucoup. Règle 9. Garder un investissement émotionnel équilibré. Le stoïcisme, une philosophie connue pour mettre l'accent sur la résilience et le contrôle émotionnel, fournit des informations précieuses sur ce concept. Épictète, un philosophe stoïcien, a souligné l'importance de la maîtrise de soi sur les réactions émotionnelles. Il a dit un jour, « Ne vous laissez pas emporter par l'intensité de vos sentiments. Ce n'est pas parce que quelque chose se sent bien ou mal que c'est bon ou mauvais. » Cette perspective est cruciale dans la gestion de l'investissement émotionnel dans les relations. Cela implique que même si les émotions sont naturelles, elles ne devraient pas être le seul moteur des actions et des décisions d'une personne, en particulier dans le contexte des relations. Marc Aurèle, un autre éminent philosophe stoïcien, a préconisé une approche rationnelle des défis de la vie, y compris les questions émotionnelles. Il croyait au pouvoir de la raison pour maintenir l'équilibre et l'harmonie. Sa célèbre citation « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées » suggère qu'une approche émotionnelle équilibrée dans les relations est influencée par l'état d'esprit et les processus de pensée d'une personne. D'un point de vue psychologique, les théories de Carl Jung sur l'importance de la conscience de soi et de l'équilibre émotionnel s'alignent sur cette règle. Jung a compris que la reconnaissance et la compréhension de ses émotions sont essentielles à la croissance personnelle et aux relations saines. Il croyait que les individus devraient s'efforcer de s'individualiser, un processus qui comprend la recherche d'un équilibre entre différents aspects de leur personnalité, y compris les émotions. Le concept d'Aristote du juste milieu, qui favorise la recherche d'un terrain d'entente vertueux entre deux extrêmes, peut être appliqué à l'investissement émotionnel dans les relations. Il a fait valoir que la vertu réside dans la modération, suggérant qu'un investissement émotionnel équilibré est la clé d'une relation vertueuse et épanouissante. De plus, la méthode socratique de l'autoréflexion et de l'examen peut être utilisée dans la gestion de son investissement émotionnel. L'encouragement de Socrate à se connaître soi-même comprend la compréhension des tendances émotionnelles et l'apprentissage de leur gestion efficace. Règle 10. Soyez prêts à partir. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien renommé et empereur romain, a dit un jour, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Cette citation est particulièrement pertinente pour cette règle, car elle souligne le concept de force intérieure et d'autonomie. Les paroles d'Aurelius nous rappellent que même si nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres nous traitent, nous avons un contrôle total sur la façon dont nous réagissons à un tel traitement. Si une relation ne respecte pas nos valeurs, il est en notre pouvoir et en notre droit de nous en retirer. Cette décision n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une déclaration puissante de respect de soi et d'estime de soi. La philosophie stoïcienne, telle qu'enseignée par Épictète, s'aligne également sur ce principe. Épictète a enseigné que la liberté et le bonheur proviennent de la compréhension de ce qui est sous notre contrôle et du lâcher-prise de ce qui ne l'est pas. Dans le contexte des relations, cela signifie reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres nous perçoivent ou nous valorisent, mais nous pouvons contrôler notre participation à une telle dynamique. La décision de s'éloigner d'une relation qui diminue notre valeur est un véritable exercice de liberté personnelle et de respect de soi. D'un point de vue psychologique, l'accent mis par Carl Jung sur l'individuation témoigne de l'importance de cette règle. Jung croyait que la croissance personnelle passe par la compréhension de soi, y compris la reconnaissance de sa valeur et de la valeur de ses contributions aux relations. S'éloigner d'une situation qui ne respecte pas ses apports est une étape cruciale dans le développement personnel et la réalisation de soi. L'idée d'Aristote de l'eudémonie, ou de l'épanouissement, est également liée au concept de savoir quand s'éloigner.
Il a fait valoir que bien vivre et atteindre le vrai bonheur implique de vivre une vie de vertu et de respect de soi. Dans les relations, cela signifie s'assurer que nos interactions sont et contribuent positivement à notre bien-être. De plus, la méthode socratique d'auto-examen constant et de recherche de connaissances nous encourage à réfléchir sur nos relations et à évaluer si elles s'alignent avec nos valeurs et respectent notre valeur. Alors que nous clôturons ce chapitre, rappelez-vous que chaque pas que vous faites pour honorer votre valeur, embrasser votre individualité et équilibrer vos relations est un pas vers une vie plus épanouissante et authentique. Tout comme les stoïciens croyaient au pouvoir de l'esprit et aux vertus de l'âme, vous avez aussi la force de créer une vie qui résonne avec vos valeurs les plus profondes. N'oubliez pas que vous êtes l'architecte de votre propre destin. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces principes, je vous invite à les explorer davantage. Il suffit de cliquer sur la liste de lecture à l'écran pour plus d'informations sur la façon de vivre une vie de but, d'équilibre et de force intérieure. N'oubliez pas que votre parcours est unique et que ce sont les choix que vous faites qui définissent votre chemin. Merci de partager ce voyage avec moi. Restez fort, restez vrai et continuez à grandir en sagesse et en vertu.